Bonjour à toutes et à tous, et merci de regarder cette vidéo dans le cadre des journées régionales de pharmacovigilance Hauts-de-France. Je vais vous parler d'un effet indésirable méconnu et très rare de l'ondansetron, la cécité. Je tenais tout d'abord à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Comme vous le savez, l'ondansetron est un antiémétique largement utilisé dans le traitement préventif ou curatif à l'égard des nausées et vomissements, qu'il soit secondaire aux chimiothérapies, à la radiothérapie ou bien de façon plus générale à une prise en charge chirurgicale. Il a relativement peu d'effets indésirables décrits, avec principalement des maux de tête, des vertiges, des douleurs musculo-squelettiques, une somnolence, une sédation et un allongement de l'intervalle QT. Ces effets indésirables sont soit majoritairement peu graves, ou alors de fréquence plutôt faible. À noter également un risque de syndrome sérotoninergique, notamment en cas d'association avec d'autres médicaments sérotoninergiques. Alors, l'effet indésirable qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la cécité. Les résumés des caractéristiques du produit et monographies, qu'elles soient françaises, européennes ou américaines, décrivent un effet très rare qui est une cécité transitoire, et ils précisent, ces monographies, que c'est principalement lors de l'administration d'ondansetron par voie injectable, que ces cas se résolvent dans la majorité des cas dans les 20 minutes qui suivent l'administration du produit et la survenue de la cécité, et que la plupart des patients concernés reçoivent une chimiothérapie à base de cisplatine, que quelques cas de cécité transitoire déclarés étaient d'origine corticale. La question que nous sommes posée avec mes collègues du CRPV de Lille était quelles sont les caractéristiques de la cécité secondaire à un traitement par ondansetron, et notamment tous les éléments qui sont décrits dans les RCP, est-ce qu'on les retrouve dans nos données de pharmacovigilance? Pour ce faire, nous avons réalisé une étude de disproportionnalité à partir de la base mondiale de pharmacovigilance de l'OMS, Vigilise. Nous avons extrait l'intégralité des cas des patients exposés soit à l'ondansetron, soit à tout autre médicament antiémétique, et déclarés par un professionnel de santé depuis la création de la base jusqu'au mois d'octobre 2021. Il était nécessaire dans cette extraction que l'âge du patient et que le sexe du patient soient connus. On a donc comparé l'ondansetron à tous les autres antiémétiques. Les cas correspondaient aux cas de cécité, et pour cela on utilisait les termes MEDRA, cécité, cécité corticale, cécité transitoire, cécité unilatérale, amorose, amorose fugace, perte de la vision centrale et perte subite de la vision. Les non-cas correspondaient aux patients avec tous les autres effets indésirables. De par l'analyse de disproportionnalité, le calcul de l'odd ratio rapporté permet de déterminer le risque de survenue de cécité en comparant les patients exposés à l'ondansetron comparés aux patients exposés à tout autre antiémétique. Et je vous ai rappelé là la méthode de calcul. Enfin, nous avons réalisé une analyse statistique plus particulière des cas de cécité chez les patients traités par ondansetron, avec réalisation d'une analyse de régression multivariée pour déterminer l'association entre les différentes variables d'intérêt que nous jugions pertinentes. L'intégralité de ces analyses a été réalisée avec le logiciel SAS. Nous avons pu extraire 138 315 cas d'effets indésirables déclarés avec les antiémétiques de façon générale, dont en particulier 136 cas de cécité, soit environ 0,1% de l'ensemble des cas déclarés avec les antiémétiques, ce qui prouve bien que c'est un effet indésirable très rare, soit des antiémétiques ou soit de l'ondansetron en particulier. Et notamment, sur ces cas, sur ces 136 cas de cécité, 44, c'est-à-dire presque un tiers, étaient dus spécifiquement à l'ondansetron. Lorsqu'on s'intéresse à la caractéristique des cas, on retrouve qu'on a globalement un ratio homme-femme qui est à peu près d'1,
L'âge moyen des patients est très variable, en moyenne de 35,2 ans, plus ou moins 24,4 ans. La voie d'administration, lorsqu'elle est connue, est effectivement majoritairement intraveineuse, 2/3 des cas, mais on a une part non négligeable, 1/3 de voie péros. La médiane du délai d'apparition entre la prise d'ondansetron et la survenue de la cécité est extrêmement court, une médiane de 0 jour avec un espace interquartile de 0 à 1 jour. En ce qui concerne le type de cécité, on retrouve principalement en descripteur la cécité et la cécité transitoire. À noter quelques cas d'amourose et également, comme décrit dans les RCP, de cécité corticale et enfin, quelque chose qui est intéressant, des cas de cécité unilatérale. Pour terminer sur la caractérisation des cas, en ce qui concerne la régression, dans presque 3/4 des cas, au moment où la déclaration de pharmacovigilance est faite, la cécité est soit en régression partielle, soit en régression complète. Le corollaire de cela, et ce qui est intéressant, c'est que dans un peu plus d'un quart des cas, au moment de la déclaration, il n'y a pas de régression de la cécité, et donc ça veut dire qu'elle a une certaine quotité de persistance dans le temps. Enfin, en ce qui concerne le contexte oncologique, contrairement à ce qui est affirmé dans les RCP, on retrouve là davantage de patients traités par ondansetron qui n'ont pas une chimiothérapie associée ou un contexte oncologique, environ 2/3. Intéressons-nous désormais à la statistique inférentielle. On ne retrouve pas de différence statistiquement significative entre la proportion d'hommes et de femmes. On ne retrouve pas non plus de différence en termes de voie d'administration orale par rapport à intraveineux, même si on peut se poser la question de la taille de l'échantillon et que sans doute si on avait eu un échantillon plus grand, on aurait retrouvé une différence significative en faveur d'une voie intraveineuse plus fréquemment associée à la survenue d'effets indésirables de type cécité qu'avec la voie orale. On ne retrouve pas non plus de différence en termes de contexte oncologique. Là, la question se pose de savoir est-ce que si on avait eu un échantillon plus grand, est-ce qu'on aurait maintenu l'absence de différence ou pas. Et seules des données complétées à l'avenir plus robustes, plus nombreuses, nous permettront de répondre sur ce point. La seule différence statistiquement significative que nous retrouvons concerne celle de la régression. En ce qui concerne l'analyse de disproportionnalité, nous retrouvons que la prise d'ondansetron comparée à la prise de tout autre antiémétique augmente le risque de survenue d'une cécité d'un facteur 4 et que l'odd ratio de 4 est statistiquement significatif. En termes de régression multivariée, les données sont peu concluantes, très certainement parce que la taille de notre échantillon était trop faible et peut-être si à l'avenir nous récoltons davantage de données à compiler et à analyser, nous pourrions retrouver et décrire des choses intéressantes. Alors ce que nous retenons de ces cas de cécité secondaire à la prise d'ondansetron. Certes, la voie intraveineuse est majoritaire, mais la voie péros n'est absolument pas négligeable. À l'inverse de ce qui est dit dans les RCP, le contexte oncologique n'est absolument pas majoritaire. La résolution, effectivement, dans la plupart des cas, est très rapide, mais il y a un certain nombre de cas où la cécité est persistante, ce qui n'est absolument pas négligeable et sans conséquence pour les patients concernés. Enfin, il est intéressant de noter que la cécité peut être unilatérale. Alors, à savoir que dans la littérature, on retrouve quelques cas décrits de cécité secondaire à l'administration d'ondansetron, que ce soit à dose thérapeutique ou à dose toxique, chez des adultes ou chez des enfants. Alors on se pose bien évidemment la question du mécanisme d'action toxique de l'ondansetron qui conduit à la survenue de ces cécités. Une hypothèse serait liée au mécanisme d'action de l'ondansetron, qui est un antagoniste 5-HT3. Il s'avère qu'il y a des récepteurs de la sérotonine 5-HT3 qui sont présents dans la choroïde et dans la rétine. Et peut-être que cette inhibition, cet antagonisme des récepteurs, aurait pour conséquence d'altérer le signal rétinien et donc d'induire une cécité. Une autre hypothèse serait celle d'une action centrale de l'ondansetron qui conduirait secondairement à une cécité. Cette question n'est pas déterminée et correctement répondue et ça reste uniquement des hypothèses de travail. Alors intéressons-nous enfin aux limites de notre étude. Donc bien évidemment, il y a un manque de données certain
un manque de puissance statistique, car le nombre de cas de cécité sous ondansetron déclarés dans la base de données est relativement faible. Et bien évidemment, comme pour toute étude de pharmacovigilance, il y a le biais de la sous-notification qui est caractéristique et qui est inhérent aux analyses de pharmacovigilance. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Comparé à d'autres médicaments antiémétiques, l'ondansetron augmente d'un facteur 4 le risque de cécité, bien que ce risque reste extrêmement rare. L'augmentation du risque de cécité n'apparaît a priori pas liée à la voie d'administration ou à l'utilisation concomitante d'une chimiothérapie. Cette cécité peut persister dans certains cas, bien que, dans une grande majorité des cas, elle est résolutive en quelques minutes. Alors, une question que l'on se pose et qui n'a pas pour l'instant de réponse, est-ce que c'est un effet de classe des cétrons et que l'on va retrouver avec l'intégralité des cétrons, ou est-ce que cet effet n'est retrouvé qu'avec l'ondansetron? Enfin, s'il fallait en conclure, il est extrêmement important d'avoir des déclarations de pharmacovigilance pour tous les cas de cécité sous ondansetron, avec le plus de détails possible, notamment en termes de posologie, en termes de voie d'administration, en termes de comorbidité, en termes de contexte oncologique ou non, d'indication de l'ondansetron, et bien évidemment en termes de suivi du patient, de résolution de l'événement, et si possible, d'avoir une caractérisation de la cécité. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Bien évidemment, mes collègues et moi-même du CRPV et du CEIP restons à votre disponibilité pour toute déclaration de pharmacovigilance ou de pharmacodépendance ou toute question liée à ces domaines. Bien sûr, en cas de remarques ou de questions sur cette présentation, n'hésitez pas à contacter le CRPV de Lille par mail.